Les amis, je vais vous faire une confidence. J'ai le don de m'impressionner moi-même. Car, avec le recul, une fois que je regarde le contenu hebdomadaire que je vous fournis, que je produis, je peux faire une semaine, une vidéo avec une jeune femme qui explique que son mari, ex-mari, a partagé, envoyé ses sextapes, leurs sextapes à sa maman et qu'après, elle s'est mise à vendre du contenu sexuel sur les plateformes que vous connaissez tous. La semaine d'après, je vais dévoiler un secret d'alcôve de la télé-réalité, de la connexion entre la madrina de la télé-réalité et l'un des plus gros escrocs français. Et aujourd'hui, je fais une vidéo avec un grand philosophe connu sur les réseaux qui nous ramène un contenu qui me fait plaisir, moi, étant un vieillard, un contenu intelligent qui vous permet, qui nous permet, qui me permet de sortir moins con et de m'instruire. Donc aujourd'hui, les amis, c'est encore une fois une masterclass. Je suis avec le précepteur. On va pas parler de dopage, on va pas parler de pute, quoique peut-être, on va parler de philosophie et de comment les auteurs que certains connaissent et que beaucoup ne connaissent pas avaient déjà prophétisé, avaient déjà disserté, avaient déjà pensé et réfléchi sur ce que nous vivons actuellement dans le monde de la communication, du marketing, des réseaux sociaux et des échanges entre les hommes et les femmes. Alors là, franchement, même moi, ça m'a mis l'eau à la bouche. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez deux choses à faire et je suis obligé de vous le dire parce qu'ils le disent tous. Donc si je le dis pas, ça pourrait faire que 1, vous vous abonnez pas à la chaîne et que 2, une fois que vous êtes abonné, vous ne mettez pas les notifications pour à chaque fois être ébahi du contenu que vous allez découvrir chaque dimanche. Maintenant, je vais faire mon intro légendaire qui plaît tant, qui déplace certains, comme je vous le dis à chaque fois. Mais moi, je la trouve un peu longue, mais cette intro est lourde de sens. N'oubliez pas, le poids des mots que vous utilisez a un sens. Malheureusement, c'est ce qu'on oublie actuellement. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent. Bien évidemment, quand même, si t'as un peu d'argent et que t'es aimé, ta vie, elle est quand même mieux. Je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Donc, les amis, aujourd'hui, je suis avec mon ami Charles. Charles, tu es plus connu sur le nom du précepteur. Je vais te faire une petite confidence. Je ne connaissais pas ton contenu, malheureusement. Mais bien heureusement, j'ai eu la chance d'avoir Solid Mike qui m'a parlé de ce que tu faisais sur la vidéo que j'ai faite avec lui. Et là, par curiosité, je me dis, attends, si Solid Mike s'intéresse à un mec qui fait de la philosophie sur YouTube, c'est que ça doit être quand même pas mal et ça doit être abordable pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas forcément. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgariser un contenu qui est très compliqué à comprendre. Et quand je suis parti voir tes vidéos, j'étais agréablement surpris parce que tu arrives à faire un pont entre ce que ces personnes-là disaient pour certains, il y a des centaines d'années, par rapport à ce que nous vivons actuellement. Donc, c'est pour cette raison que je t'ai fait venir aujourd'hui, pour faire comprendre aux personnes qui nous regardent et qui me regardent et qui m'écoutent, que tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils voient, c'est pas une nouveauté en fait. Les gens avaient déjà écrit là-dessus et avaient écrit déjà d'une manière qui est un peu plus incisive et un peu plus même péchue que ce qu'on peut voir actuellement. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Écoute, je m'appelle Charles. J'ai une chaîne YouTube, comme tu l'as dit. Tu m'as parfaitement présenté, qui s'appelle Le Précepteur, dans laquelle je parle de philo et, tu l'as dit aussi, j'essaie d'être abordable, j'essaie d'être accessible parce qu'il y a, tu sais, une idée autour de la philosophie qui consiste à dire la philosophie, c'est compliqué. Le mot est un peu intimidant, impressionnant. Quand tu penses à la philo, tu penses soit à tes cours de terminale ou la plupart du temps, tu t'endors parce que tu t'ennuies. Donc, c'est très souvent lié à l'ennui, la philosophie. Ou alors, on a l'impression que c'est des gens qui parlent un peu pour ne rien dire, qui inventent des problèmes qui n'existent pas, qui parlent de tout sauf de la réalité. Et moi, le sens de mon travail, c'est de montrer que non seulement la philosophie s'adresse à tous, on fait tous de la philosophie sans le savoir. Quand tu te demandes pourquoi ton meilleur ami t'a trahi, tu te poses la question morale. Quand tu vois les premières rides apparaître ou les premiers cheveux tomber, tu te poses la question de la vieillesse, du temps et de la mort. Donc en fait, la philosophie, elle s'ancre toujours dans la réalité. Et moi, mon but, c'est de prouver ça aux gens, en fait, de leur prouver que la philosophie, c'est pas quelque chose qui est réservé aux autres, à des spécialistes, qui souvent d'ailleurs ne parlent qu'entre eux. Ou à une élite. Ou à une élite, c'est-à-dire c'est souvent des gens qui vont se dire des choses qu'ils savent déjà. Ok. Et qui vont pas transmettre.
Et transmettre, ça suppose aussi des fois d'abandonner un peu tout ce que tu sais pour pouvoir transmettre le minimum au départ, pour ensuite y aller plus progressivement et former les gens. Donc moi, j'ai aucune prétention à être spécialiste de philosophie. Je pourrais pas être spécialiste de toute façon parce que je parle de tous les auteurs, de tous les courants de pensée, et être spécialiste de tout, c'est être spécialiste de rien. Ouais, c'est bien. Donc moi, je préfère transmettre ce que je sais, ce que j'ai compris, de la manière dont je l'ai compris. Parce que là aussi, il y a une idée qui dit oui, en fait, on va parler d'un philosophe. Il y en a qui vont te dire non, mais c'est pas ça qu'il a dit. Non, tu l'as mal compris. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise compréhension. Alors, tu peux effectivement mal interpréter ce qui a été dit, c'est-à-dire il y a écrit quelque chose, tu vas l'interpréter autrement, c'est possible, les erreurs d'interprétation. Mais il y a aussi la sensibilité avec laquelle tu vas lire un auteur, le comprendre et le transmettre. Et par exemple, pour prendre un auteur comme Nietzsche, tu as des gens qui vont avoir une lecture de droite de Nietzsche, et d'autres comme Julien Rochdy, Julien Rochdy, par exemple, et puis tu vas à qui avoir, on fait un petit coucou. et puis tu vas avoir qui vont avoir une lecture de gauche, voire d'extrême gauche, parce que Nietzsche prône l'émancipation à l'égard de la morale et des choses comme ça. Donc en fait, tout va dépendre de ce qui te touche, de ce qui te parle dans un auteur. Et moi, j'ai pas la prétention à être objectif ou neutre. J'ai la prétention à être honnête, à essayer d'être honnête. C'est-à-dire quand je vais transmettre un auteur, je vais pas mettre dans sa bouche des choses qu'il n'a pas dites. Je vais pas plaquer sur lui ce que moi je pense. Et donc, je vais essayer de rendre ça accessible. Et donc, pour terminer là-dessus, l'idée, c'est de montrer que la philosophie est actuelle parce que les questions qu'elle pose sont des questions éternelles. Et ce qui est éternel est toujours actuel. Ce sont les seules choses qui ne se démodent pas. Donc finalement, quand on s'interroge sur le sens de la vie, sur la mort, sur le temps, sur l'amour, sur la morale, eh ben, c'est des choses qui sont nées avec l'humanité, en quelque sorte. Et donc, montrer que, c'est pour ça que ma chaîne, elle est totalement intemporelle dans le format. Parce que y a pas des cuts toutes les 3 secondes, il y a pas une esthétique actuelle. Ouais. C'est une tu déroules. Ouais, c'est presque un format radiophonique. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que ça peut paraître vieillot aujourd'hui, mais dans 30 ans, ça sera encore écoutable. On dira pas c'est passé de mode. Et j'essaye d'avoir un format qui est à l'image de la philosophie, c'est-à-dire de poser des questions éternelles. Franchement, alors ça, c'est un super préambule. Tu vois, moi qui m'intéresse pas forcément à la philosophie, les gens qui nous écoutent, si tu veux, je pense que les gens vont avoir le même sentiment que moi. Si on avait eu des profs comme toi à l'école, mais beaucoup d'entre nous seraient des cracks, quoi. Et ça, je dirais que c'est le drame de l'éducation nationale, qu'il n'y ait pas plus de personnes comme toi qui, en 5 minutes, arrivent à te donner l'eau à la bouche sur quelque chose qui ne t'intéresse pas forcément. Et pour ça, je te félicite. Donc, j'aimerais qu'on parle en premier lieu de la virilité. Parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est clivant dans l'extrême droite. Revenir à la virilité que l'homme, par rapport à ce que certains disent, a perdu, en l'occurrence en France par rapport à d'autres populations par exemple. Quels sont les auteurs qui ont écrit par rapport à ça? Il y a des auteurs qui ont parlé de la virilité dans leur contexte, à leur époque, qui était déjà un contexte un peu différent du nôtre. Alors, je vais prendre un premier exemple, c'est Rousseau. Alors, Rousseau, à ma connaissance en tout cas, n'a pas étudié spécifiquement la question de la virilité. Par contre, il a étudié un phénomène qu'il a observé. Il dit que les hommes, les êtres humains, mais les hommes, à mesure qu'on a progressé dans les connaissances et dans la technique, les hommes se sont ramollis. Ils ont perdu leur virilité, mais alors lui, il parle plutôt de la vigueur, de la force, du courage, de la vertu, qu'on avait encore dans l'Antiquité, mais qu'on avait surtout à ce que lui il appelle l'état de nature, c'est-à-dire avant la création de la société, même si c'est un état fictif quand il en parle. Mais lui, ce qu'il veut dire, c'est que la connaissance nous apporte des choses, mais elle nous en fait perdre, tu vois. Et donc, dans une société de confort, dans laquelle tout est accessible, dans laquelle on consomme, et puis finalement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour obtenir sa pitance. Il y a un phénomène mécanique d'amollissement de la vigueur et du courage. Ce qui fait que, si je devais résumer, il n'y a plus besoin d'être viril aujourd'hui. Quand je dis il n'y a plus besoin, évidemment, c'est pour survivre. Ouais, absolument. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus besoin dans certaines situations de la vie quotidienne ou qu'il n'y en a plus besoin pour soi-même. Donc, Rousseau a parlé un petit peu de ça. Moi, je dis souvent que la philosophie, on croit à tort que c'est une discipline qui va dévaloriser la recherche de virilité, qui va considérer que c'est pas important. C'est pas vrai. Tu prends un gars comme Platon. Platon, c'est dans l'Antiquité, c'est 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Le gars faisait du pancrace. Voilà. Donc c'est quand même un sport de combat assez violent parce que tous les coups étaient permis, quasiment. Et Platon, ça veut dire le large d'épaule. C'est un surnom. Ça veut dire le large d'épaule, c'est le costaud en fait.
Et aujourd'hui, quand tu fais de la philosophie et que tu vas prôner une forme de virilité, ou même tout simplement le sport, parce que moi je parle beaucoup du sport sur mon compte Instagram parce que j'ai une passion pour le sport depuis que je suis tout petit, et je trouve pas qu'il y ait d'opposition entre cultiver son corps et cultiver son esprit, quoi, tu vois. Il y a une idée reçue qui consiste à dire que si on s'intéresse à la pensée, on doit dévaloriser le corps. Et ça participe aussi de cette disqualification du virilisme. C'est-à-dire que vouloir être viril, ce serait être ringard, ce serait ne pas vivre avec son temps parce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de ça. Alors après, attention, il faut faire gaffe aux mots qu'on utilise. On parle de virilisme. En fait, il faut distinguer le virilisme de la virilité. Ah ben il y a une différence. Il y a une différence parce que le virilisme, c'est la démonstration de virilité. Okay. Un peu comme l'autoritarisme est une démonstration d'autorité. Okay. Et dès lors que tu as besoin de démontrer quelque chose, c'est peut-être que tu n'en es pas totalement sûr en toi. C'est peut-être que justement tu as quelque chose à prouver. Tu vois, virilisme, virilité, ça vient, si je dis pas de bêtises, du latin qui a donné virtus, la vertu. Okay. Et donc c'est pas simplement la masculinité, c'est le courage et la vertu. Donc de ce point de vue-là, moi je vois pas ce qu'on pourrait reprocher à la virilité. Maintenant, j'estime qu'il y a des manières d'être viril qui ne sont pas dans la démonstration de virilité, qui peuvent être une virilité beaucoup plus discrète du quotidien. Par exemple, tu sais, c'est cette phrase qu'on a dans Il était une fois le Bronx avec Robert De Niro, qui explique à son fils que le vrai dur, c'est celui qui se lève tous les matins pour aller travailler, pour nourrir son gamin. Ben, moi, je suis assez d'accord avec cette vision-là. C'est-à-dire le courage au quotidien, discret, sans avoir besoin d'en faire la démonstration, sans avoir besoin de faire étalage, sans avoir besoin de montrer ses muscles, parce que à la salle, c'est normal de regarder tes muscles parce que tu es là pour les travailler. Mais dans le quotidien, quand tu rencontres les gens, tu vas pas te mettre torse nu pour dire regardez comme je suis musclé. Donc ta virilité, tu vas pas l'appliquer à tout le temps. Le virilisme, c'est le besoin de mettre de la virilité dans tout, même là où il y en a pas besoin. Ben, je vais rebondir sur ce que tu dis. Donc par rapport à mon sport et mon métier, aujourd'hui, les modèles de la virilité chez les milléniums, c'est justement d'exhiber son physique pour paraître viril. Qu'est-ce que tu en penses de ça et qu'est-ce que Rousseau ou Platon penseraient de ça? Parce que là, tu viens de nous dire que pour toi, être viril, et pour moi également, c'est plutôt de nourrir sa famille, de se réveiller tôt, plutôt que de montrer qu'on a un beau corps. Parce qu'à un moment, de toute façon, quand tu te dis être viril, bah, tu seras face à une situation, il va falloir que tu le prouves. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces modèles de la virilité pour les jeunes? Cet exhibe qui est très féminin, selon moi. Ouais, ça mélange beaucoup de paramètres actuels, la question que tu poses. Donc, j'essaie d'y aller progressivement, parce que il y a l'influence de l'image. On est dans une société de l'image, et on pourrait s'interroger sur ce que ça signifie, ce besoin d'apparaître. Tu vois, là, ça serait pas Rousseau ou Platon, ce serait plutôt Sartre et le regard des autres. Yes. On se pose toujours la question de savoir comment on est perçu. Et même les gens qui disent « je me fiche de savoir ce que pensent les autres », tu sais très bien, mieux que moi. C'est que c'est les premiers qui ne s'en fichent pas, justement. Voilà, c'est hypocrite. Ouais, totalement. On a toujours le souci de ce qu'on pense de nous. Par exemple, si on va dire quelque chose que tu n'es pas, tu vas vouloir corriger la vérité. Te justifier. Te justifier. Donc, tu vas pas dire « je m'en fiche du regard des autres » parce que tu vas reprendre quelqu'un quand il dit quelque chose de faux sur toi, par exemple. Donc, c'est pas vrai qu'on s'en fiche. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut être conscient que c'est pas si important que ça, qu'il y a des choses qui ont plus de valeur, etc. Donc ça, c'est par rapport à la question de l'image. Ensuite, il y a aussi le besoin de se prouver des choses et de se donner une identité. On est aussi dans une société libérale, dans laquelle l'identité, c'est assez mal vu. Parce que on a cette espèce d'idéal de mélange des identités où conserver les anciennes identités, pareil, c'est ringard, c'est dépassé, c'est réactionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se trouver des identités de substitution. Et le sport permet aussi de se conférer une identité, parce que c'est un mode de vie, parce que c'est une manière de s'alimenter, parce que ce sont des codes, et tout ce qui est, je veux dire, habitus, comme disait Bourdieu, c'est-à-dire des comportements qui sont ancrés dans nos habitudes, ça nous confère une identité. Et souvent, on s'identifie comme sportif, on s'identifie comme athlète ou comme bodybuilder ou comme Instagrammeur, par exemple. Et si on nous enlève ça, on a l'impression qu'on n'est plus rien. Et Sartre disait, on n'est pas EST, on existe. Ce qui veut dire qu'à tout moment, on peut être autre chose que ce qu'on est à un moment donné. Se donner une image, c'est se donner une identité. Et donc, moi, je pense qu'on a un besoin humain ancré dans l'âme de savoir qui on est. Et savoir qui on est, parfois, ça passe par montrer ce qu'on est aux autres, parce que on s'identifie aussi par rapport au regard des autres. On ne s'émancipe jamais du regard des autres, parce que même quand on dit ce qui compte, c'est pas ce que pensent les autres, c'est ce que moi je pense. Oui, mais à ce moment-là, on s'analyse soi-même comme un autre. C'est-à-dire, c'est comme si on sortait de soi-même pour s'observer, pour se voir. Et tu es aussi très bien placé pour savoir que des fois, on a une perception déformée de soi-même. Absolument. Hein, t'en as, ils vont être vraiment des corps d'athlètes, et ils vont avoir l'impression qu'ils sont gros, qu'ils sont gras ou qu'ils sont maigres, etc. On a une perception qui est déformée. Le problème qu'il y a, c'est que on ne perçoit le monde qu'à travers notre propre perception. On est prisonnier de notre perception.
Le fait d'apparaître aux autres, de se montrer, de se mettre en avant, d'exhiber ses muscles, c'est aussi le besoin d'être rassuré par rapport à la perception des autres, que les autres ont sur nous. Tu vois, on va être complexé, on va attendre que les autres nous rassurent, qu'ils nous disent « Waouh, quel beau corps, ça a dû être du travail, félicitations ». C'est valorisant. Donc, il y a aussi une angoisse très moderne, très contemporaine, de savoir ce qu'on vaut, de prouver ce qu'on est, de savoir ce qu'on vaut, et on passe par le regard des autres pour se donner soi-même de la valeur. Et en ce qui concerne, on a parlé des hommes, moi je pense que tout le monde a très bien compris, c'est extrêmement intéressant, Charles, vraiment. En ce qui concerne les femmes aujourd'hui se sexualisent énormément. Être vulgaire, c'est devenu quelque chose de normal. Quand moi qui ai 42 ans, avant, une jolie femme, c'était Lady Diana, par exemple, cheveux courts, jupe qui descend jusque-là, pas de décolleté. Avant elle, c'était les drôles de dames, Farrah Fawcett, les cheveux hyper, la choucroute, quoi. La meuf, on voyait même pas son mollet. Donc c'était ça l'image de la féminité, ça qui faisait rêver les hommes. Et au fur et à mesure du temps, avec des films comme Kim Kardashian, tout ce que Kylie Jenner, sa sœur, les femmes maintenant sont devenues, j'en pourrais pas un terme fort, prostituée ou quoi, parce que bon, après chacun est comme il veut et comme il est. Mais maintenant, les modèles de féminité ont changé. Et ce modèle est devenu hyper vulgaire. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y a un grand paradoxe à notre époque, qui est que à mesure que les femmes deviennent dans les droits, dans la mentalité égale des hommes, à mesure qu'elles s'émancipent de la tutelle masculine, elles deviennent de plus en plus femmes-objets. Absolument. Et là, le paradoxe. Totalement d'accord avec toi. C'est le fait de s'émanciper en devenant une marchandise. Absolument. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu vas parler avec certaines personnes, d'ailleurs, souvent certains hommes qui croient que c'est ça la liberté, que c'est le fait d'exhiber son corps, ne se rendent même pas compte que c'est pour l'homme que les femmes vont s'exhiber ou que les femmes vont cultiver leur corps pour plaire. Tout ça. On en revient à la problématique du regard de l'autre, du besoin d'être rassuré sur sa valeur. Donc, je trouve que c'est paradoxal, mais en même temps, c'est très logique avec le système libéral dans lequel on vit, où l'émancipation passe par la marchandisation. Et donc, notre corps devient une marchandise comme les autres, devient une vitrine ou une carte de visite. Et finalement, on se rend pas compte que on devient un objet pour les autres, et on pense que c'est ça la liberté. Alors, comme tu l'as dit, moi, je suis personne pour juger. Je ne juge pas. Parce que tu peux très bien cultiver ton corps et être une personne qui en a dans la cervelle. Absolument. Et fort heureusement, il est hors de question de remettre ça en cause. Mais par contre, l'idée que la liberté, que l'émancipation, ça passerait par devenir un objet, c'est contradictoire. Ça peut pas fonctionner. Donc, il y a cette sexualisation qui est très souvent pilotée, dirigée par des hommes, parce que on sait très bien que les grandes entreprises au niveau des réseaux sociaux, des médias, sont tenues par des hommes. Et finalement, ce sont des hommes qui encouragent les femmes à s'émanciper en exhibant leur corps, en devenant des femmes objets, pour leur propre bénéfice, c'est-à-dire pour le bénéfice des hommes. Donc moi, je serai pas là pour dire aux femmes, ne faites pas ci, ne faites pas ça. D'ailleurs, on pourra rebondir sur ce que je pense des gens qui exhibent leur corps sur les réseaux sociaux, parce que moi, je fais pas partie de ceux qui vont critiquer ça. Qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs? Moi, déjà, les gens font ce qu'ils veulent à partir du moment où ils font pas de mal aux autres. Donc, on n'est pas obligé d'être abonné à des gens qui se montrent torse nu devant la glace, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui exhibent leurs pensées à longueur de journée sur les réseaux sociaux et eux, on leur dit rien. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus impudique d'étaler ses pensées, de raconter sa vie à des gens qui ne t'ont rien demandé, parfois pour parler de choses intimes, plutôt que d'exhiber son corps. Je veux dire, exhiber son corps, ça va. On parle d'hommes ou de femmes qui sont torse nu ou qui sont en maillot de bain ou voilà, qui sont dans des tenues certes légères et dénudées, et qui sont beaux ou belles à regarder. Voilà, mais je veux dire, c'est pas, on n'est pas chez gynéco avec un gros plan sur les parties intimes. Moi, je trouve que exhiber sa pensée, exhiber ses opinions, exhiber sa vie privée au niveau intellectuel, on n'en parle pas, mais je trouve que c'est beaucoup plus impudique et beaucoup plus gênant, finalement. Donc, alors, ça, je vais rebondir sur là-dessus avec toi. C'est que, c'est vrai que moi, ça me gêne plus que on suit tous des gens sur les réseaux sociaux qui racontent vraiment toute leur vie, quoi. J'ai même l'impression que pour certains, ce réseau social, c'est devenu, c'est là où ils ont leurs amis, limite des gens avec qui ils peuvent échanger, avoir la validation des gens. Même il y a des gens, dès qu'ils ont le moindre problème, ils racontent tout. J'ai même vu des filles que je connais sur Instagram. Il y a un truc qui va pas, elles se mettent à pleurer en story. À quel moment tu allumes ton téléphone et tu pleures? Qu'est-ce que tu penses ça justement du fait que les gens, il y en a qui s'exhibent physiquement mais qui racontent pas leur vie. Bon, limite comme tu le dis, si on veut pas regarder, on regarde pas. Mais en règle générale, on regarde ce que c'est beau regarder. Mais donc pour toi, c'est beaucoup plus gênant et pour moi également, les gens qui n'ont de cesse de raconter leur vie et de
et de manquer de pudeur, en fait. C'est dû à quoi, ça, selon toi? Je pense que c'est encore une fois le besoin d'exister. Et la croyance dans l'idée que les gens vont s'intéresser à toi et t'apporter de l'attention si tu racontes tes malheurs. Ouais. Si t'es vrai, quoi, si t'es vrai, selon Si t'es vrai, et puis si t'as souffert. Ouais. Parce que la souffrance, encore, c'est un marqueur d'identité. On se dit, ah, cette personne, elle a souffert, elle est passée par des étapes difficiles dans sa vie, donc ça confère de l'épaisseur, tu vois, au niveau de l'identité. Mais sauf qu'il y a des personnes qui ont vraiment vécu des choses difficiles dans leur vie, et puis il y a ceux qui vont dire qu'ils ont vécu des choses difficiles dans leur vie, mais parce qu'ils ont une hypersensibilité qui fait que tout est difficile pour eux aussi. Et t'as beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui vont un petit peu, voilà, étaler leur souffrance, leur malheur, etc. Mais parce qu'on est dans une société de plus en plus hypersensible. Absolument. Et le fait qu'on soit là aussi de plus en plus dans le confort. Alors attention, hein, moi je suis le premier à dire que le confort c'est pas pour tout le monde non plus. Hein. Il y a des gens, énormément de gens encore en France qui galèrent. On peut pas dire qu'ils vivent dans le confort. Mais il y a, on va dire, une tendance globale de la société occidentale à vivre un peu plus, de plus en plus dans le confort, dans l'opulence, même si l'opulence est terminée, comme dirait notre président. Ah oui, c'est fini. Mais ça produit de la sensibilité. Pourquoi? Parce que dans un monde difficile, t'es obligé de t'endurcir. Quand t'as vécu dans un milieu hostile, dans un milieu difficile ou même socialement difficile, bah, pour survivre, t'es obligé de t'habituer, t'es obligé d'encaisser. Et donc au bout d'un moment, tu te désensibilises. Tu sais, c'est comme quand tu vas à la boxe, au départ les coups font mal, Ouais. et puis ton entraîneur il dit fais semblant de pas avoir mal, et un jour t'auras plus mal. Ouais, après, t'as plus mal. Parce que t'es obligé. T'endurcis. C'est l'adaptation. Et l'être humain est programmé pour l'adaptation. Dans une société qui ne te demande pas de t'endurcir, qui au contraire va valoriser la vulnérabilité, voire la fragilité, hein, parce que fragilité, c'est pas un gros mot, mais moi je souhaite pas à mon fils d'être fragile. Je lui souhaite d'être courageux, d'affronter les épreuves, de toujours avancer et de pas désigner des responsables, des coupables en disant le monde est méchant et c'est à cause du monde que je souffre, parce que ça ne rend pas service à la personne. Alors moi je veux bien et je suis le premier qu'on fasse preuve d'empathie, de compassion et de compréhension et d'écoute surtout, parce que souvent tu sais on écoute les autres en attendant de pouvoir leur dire ce qui est bien et ce qui est mal. Non, l'écoute c'est une qualité très importante pour que la personne puisse aussi se libérer de quelque chose si elle a souffert. En revanche, entretenir la vulnérabilité et dire à la personne qu'elle doit rester vulnérable, je pense pas que ça lui rende service. Je dis pas qu'il faut faire des stages commando militaires pour se désensibiliser. Je dis simplement qu'il y a une tendance générale à voir la sensibilité et l'hypersensibilité comme une qualité, là où elle est objectivement vectrice de souffrance. Et personne n'a envie de souffrir, et peut-être même que, je veux dire, enfin moi en tout cas, j'ai pas envie que les gens souffrent autour de moi. Je vais pas leur dire sois fragile, sois vulnérable, mon pauvre petit chou, le monde est méchant. Non, habitue-toi, encaisse, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que il y a des choses pires dans la vie. Il y a des gens, ils ont des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, ils tombent en dépression. Alors la dépression, moi je connais un petit peu, on n'en est pas responsable. Il y a une grande partie chimique là-dedans, donc c'est très compliqué. Hein. Mais en tout cas, être abattu, avoir envie de tout envoyer valser parce qu'on a reçu une critique sur une vidéo ou sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la règle du jeu, on le savait. Au bout d'un moment, il faut savoir relativiser et se dire que quand tu lis une insulte sur un réseau social, c'est pas une personne qui s'adresse à toi, c'est des pixels sur des écrans. Absolument. C'est tout ce qu'il faut se dire. Et la personne, quand elle écrit son commentaire négatif, elle n'est pas elle-même. Elle est la partie d'elle-même la plus sombre, la plus basse, c'est-à-dire celle qui s'exprime de manière anonyme sur les réseaux sociaux. Tu sais, l'internaute, c'est un peu comme l'automobiliste. Quand il est derrière son ordinateur, il se croit tout puissant, comme l'automobiliste. Il oublie que le monde existe, tu vois. Mais sauf que si tu sors de ta voiture, il va relever la vitre et il va démarrer en trombe. Tu vois, parce que le réel revient. Le réel revient toujours au galop. Donc, si on coupe les réseaux sociaux, on s'aperçoit que finalement, c'est pas grand-chose. Les critiques, les insultes, le manque de respect, qu'il n'y a pas besoin d'en faire une montagne, que la vie peut être beaucoup plus difficile. Elle est beaucoup plus difficile que les réseaux sociaux. Et que, je pense qu'il faut apprendre aux gamins dès le plus jeune âge à ne pas être sensible à des choses qui sont, les insultes, les critiques. Parce que, après tout, si tu es touché par une critique, d'une certaine manière, tu la valides. Les gens sont hypersensibles, totalement d'accord. Dès qu'on critique quelqu'un, on est qualifié de hater. Parce que moi, je reçois des messages négatifs, d'en recevoir. Et en fait, toi, tu reçois énormément de messages positifs, comme je reçois où des gens te disent que tu as limite changé leur vie. Donc ça, on est bien content quand on nous suce la bite allègrement. Moi, quand je sors dans la rue, quand les gens me reconnaissent, c'est toujours, c'est toujours un moment extraordinaire. Même ça m'arrive de parler, j'ai parlé 45 minutes la dernière fois avec un follower à Monoprix, tu vois, à côté. Et quand on a un commentaire négatif, ce qui sont les règles du jeu de ce genre de réseau, les gens le prennent mal et qualifient cette personne de haters. Qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, c'est, de l'hypersensibilité, le besoin d'être validé à 100%. Le fait de pas tolérer
qu'on puisse ne pas être d'accord aussi. Alors il y a aussi ce phénomène-là. Je disais tout à l'heure, on est toujours plus ou moins prisonnier de sa perception et prisonnier de sa pensée. Donc on va avoir tendance à croire que l'autre doit penser comme nous, qu'on a la bonne pensée, la bonne manière de voir les choses, le bon point de vue. Absolument. Et donc si quelqu'un vient te dire je suis pas d'accord, on va pas se dire il est pas d'accord, ce serait intéressant de savoir pourquoi. Et puis après je parle avec lui. Ouais, et puis après tu prends ou tu laisses. T'es pas obligé non plus de prendre en compte absolument tout ce qu'on dit, mais simplement laisser la personne s'exprimer. Mais il y a ce truc de se dire elle est pas d'accord avec moi, donc elle se trompe. Et si elle se trompe, je vais soit lui prouver que elle a tort, je vais lui prouver que c'est moi qui ai raison et pas elle, ou alors je vais la qualifier effectivement de hater, de rageux, peu importe. Bon, après il y a des vrais rageux sur Internet, c'est des gens qui sont animés par le ressentiment et qui ont besoin, pour se valoriser, de dévaloriser les autres. Ce qu'on appelle les incels, c'est ça? Ah, ça c'est une branche, je crois, de masculinistes qui sont, comment dire, impitoyables envers les femmes. Ah, totalement. Ouais, ça c'est une catégorie. Alors j'ai pas spécialement étudié ce petit milieu, mais je sais que ça existe. Mais en tout cas, le ressentiment, moi j'englobe beaucoup plus de choses là-dedans. C'est ce réflexe qui consiste toujours à pointer ce qui va mal. Voilà. Et ça existe, c'est une vraie tendance. Et je pense que Internet favorise cette tendance de donneur de leçons, de moralisateur. Tout le monde a la science infuse et tout le monde est spécialiste de tout sur Internet. Totalement. Voilà. Moi, ça m'a fait rire un jour parce que j'ai fait un épisode sur Nietzsche et la volonté de puissance chez Nietzsche. Et moi, j'ai un gars qui est venu commenter sous ma vidéo. Il m'a dit, mais tu racontes n'importe quoi. On sait très bien que la volonté de puissance n'a pas été écrite par Nietzsche. Pourquoi il me disait ça? Parce que un gars qui s'appelle Antoine Goya avait fait une vidéo où il se foutait de la gueule de gens qui parlaient d'un livre de Nietzsche, La volonté de puissance. Or, il se trouve que ce livre n'a pas été écrit par Nietzsche. Et sauf qu'il y a le concept de volonté de puissance, c'est un concept qui existe chez Nietzsche. Le mec qui a commenté ma vidéo, il croyait, en gros... Pour argent comptant, ce qu'avait dit l'autre dans sa vidéo. En fait, il a confondu le nom d'un livre et un concept, si tu veux. Et il est arrivé en donneur de leçons en disant « tu racontes n'importe quoi », alors que le mec avait même pas compris de quoi on parlait au départ. Mais donc, ça me fait rebondir sur quelque chose, c'est que avec des chaînes comme la tienne, où tu vulgarises des sujets qui sont hyper compliqués, bon, toi, tu le fais bien parce que t'étais, on le rappelle, t'étais prof de philo, et d'autres personnes qui le font, bon, un peu moins bien que toi, et maintenant, vu que les gens ne s'instruisent que par l'oral, les gens ne lisent plus comme avant. Maintenant, on peut apprendre beaucoup de choses sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est pas dans une vidéo de 40 minutes qu'on va comprendre un auteur qui a écrit des tonnes et des tonnes de livres. Donc, tu penses que ça a également un impact négatif, ce genre de personnes qui peuvent commenter sur des vidéos? Moi, je pense que les personnes qui critiquent sur les vidéos n'ont quasiment pas d'importance. Ce qui compte, c'est le contenu. Et même, je dirais, de ne pas relever les critiques qui ne servent pas à nous améliorer, qui servent à nous empêcher d'avancer. Il y a des critiques légitimes parce qu'elles viennent de personnes qui sont bien intentionnées. Moi, je pense que, je sais pas, si ta femme ou ton enfant ou l'un de tes parents, ami, voilà, te fait une critique, bon déjà, il va pas t'insulter, il va te faire une critique en douceur. Surtout, il te connaît bien personnellement. Voilà, donc tu vas pouvoir donner de la valeur à cette critique parce que tu sais qu'elle est fondée et tu sais qu'elle n'est pas animée par le ressentiment et la malveillance. Et puis ensuite, tu as des critiques qui sont là simplement pour essayer de te détruire. Et ces critiques-là, si tu y réagis et si tu leur accordes de la valeur, tu vas les nourrir, tu vas leur donner une puissance qu'elles n'avaient pas au départ. Ils vont te répondre, te répondre, voilà. te répondre. Donc si toi, tu es dans ton truc et que, je dis pas que tu es sûr d'avoir raison, etc. Mais si tu essaies de faire les choses bien et que des personnes essaient de t'en empêcher, ben moi j'estime que la meilleure attitude à avoir, c'est de pas en tenir compte et de continuer à avancer, de pas s'arrêter. Dire, t'imagines ce que ce serait la vie si à chaque fois que quelqu'un pense quelque chose de mal en te voyant, tu devais t'arrêter pour aller te justifier auprès de lui? Ben non, les gens pensent ce qu'ils pensent, comme on en parlait tout à l'heure avec Sartre. Le regard des autres, on le maîtrise pas. Le regard des autres ne dépend pas de nous. Là, on parlerait du stoïcisme. Ouais. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas t'affecter. Pourquoi? Parce que si tu es affecté par ce qui ne dépend pas de toi, tu te condamnes au malheur. Parce que ça ne changera pas. Ce qui ne dépend pas de toi ne dépend pas de toi. Donc ça, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que des gens qualifient des personnes de cyberharceleurs parce que justement, ils émettent un avis négatif sur ce qu'ils peuvent dire, parce que bon, à un moment, quand tu fais une vidéo, ou moi je fais une vidéo, comme tu l'as dit, les gens ont le droit d'avoir un avis négatif, et des personnes font des dépressions, ou même arrêtent les réseaux sociaux, parce que, comme tu dis, ils dépendent de ce que pensent les autres d'eux, plutôt que, comme tu as dit justement, on dépend
de ce que pensent les gens qu'on aime de nous, là, ça a une incidence. Mais comme tu l'as dit, quelqu'un qui est caché derrière son ordinateur, qui a pas de photo, qui a un pseudo. Donc, qu'est-ce que tu penses ça de ces gens qui prennent tellement pour argent comptant, qui sont tellement sur les réseaux, c'est tellement leur vie parce qu'ils ont que ça peut les avis négatifs ou ce que peuvent penser des gens de manière négative d'eux peut les détruire. Comme on existe à travers son image, si notre image est écornée ou si quelqu'un ne valide pas notre image, c'est la fin du monde. On repère toujours le commentaire négatif dans l'océan des commentaires positifs. Ouais, totalement. Parce que c'est tout simplement de l'ego. C'est tout simplement l'ego qui fait que on ne supporte pas d'être contredit, d'être critiqué. On ne supporte pas même quelque chose, j'allais dire, de plus subtil qui est on voudrait que la personne comprenne ce qu'on est, même si nous, on ne le sait pas. C'est-à-dire, on voudrait presque que la personne... Tu vois ce que je veux dire? Et l'intuition de savoir ce qu'on a au fond de nous, quoi. Exactement. Ouais. Mais la personne, elle va réagir à ce qu'elle voit, à ce que tu lui présentes, absolument, et à son interprétation et son jugement. Mais je veux dire, une personne, elle pense du mal de toi à tort, admettons. Elle se trompe. C'est-à-dire, elle croit quelque chose sur toi qui est pas vrai, et elle se construit une image négative de toi. Et alors? Mais où est-ce que c'est marqué? Dans quel code, dans quel manuel d'existence c'est écrit qu'il fallait absolument corriger toute personne qui se trompait sur toi? Je veux dire, c'est pas un besoin. Ouais. Donc, on peut très bien vivre avec. Et je sais plus quel philosophe a dit que si les gens apprenaient ce que disent leurs amis d'eux-mêmes, il n'y aurait plus de personnes amies sur Terre. D'accord. Parce que même les amis se critiquent les uns les autres. Totalement. Et on connaît tous les groupes d'amis où t'en as un qui va critiquer l'autre en douce et tu vois, et puis à la fin, on a une rueda de personnes qui se Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu critiques quelqu'un, tu le fais auprès de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que si par exemple moi je te critique auprès de mon réalisateur, bah sa réaction première devrait être de me parle pas de lui. Ouais. Si t'as un truc à lui dire, va lui dire. Mais si cette personne a un échange avec toi et surenchérit, en fait le problème selon moi, c'est pas tant de critiquer quelqu'un parce que tout le monde critique tout le monde. Il y en a qui ont même bâti des médias là-dessus. Mais c'est que la personne avec qui tu critiques quelqu'un va le répéter à la personne critiquée. Bien sûr. Moi, et qu'est-ce que tu penses de ça, justement, de cette mesquinerie de la personne avec qui tu critiques quelqu'un et qui te fait surenchérir dans ce que tu peux dire de négatif sur quelqu'un, qui après va, pour se prendre pour le chevalet blanc, dire à la personne que tu as critiqué, il a dit ci, il a dit ça. Ben, tu vois, ça rejoint un peu la question de l'image et de l'apparence. Parce que, admettons, tu confies un secret à quelqu'un. Ouais. Un secret, par définition, c'est invisible. Si tu le gardes, personne n'est au courant. Donc, tu ne peux pas exister aux yeux des autres à travers ce secret. Le fait d'aller le répéter, ça va te donner de la valeur en termes d'image aux yeux des autres. C'est-à-dire, tu détiens une information confidentielle. Qui te rend exceptionnel. Qui te rend exceptionnel. Ouais, j'ai un truc à vous dire. Tu vas pas... Ouais, grave, tu vas faire monter la côte, tu sais, tranquillement, et tu vas dire... On l'a tous fait, on l'a tous fait. On l'a tous fait, bien sûr. Et donc, quand tu vas raconter ce que l'autre a dit d'un tel, tu te sens exister. Parce que tu es porteur d'une information qui a de la valeur, parce que tu vois, tu as quelque chose d'intéressant à dire. Tout à fait. Et donc, c'est presque une manière, tu sais, de gratter de la visibilité dans la vie réelle, comme certains essaieraient de le faire sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est une sorte de buzz à sa petite échelle, voilà. quoi. Alors que si tu gardes ton secret, bah, t'es tout seul avec ton secret et la personne qui te l'a confié, personne n'est au courant. Tu n'existes plus. Absolument. Tu vois. Et on parlait en antenne de Warhol. Tu vois, le fameux les 15 minutes de gloire. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah oui, je pense qu'on aime. Alors, quand je dis on, attention. Les gens qui sont très présents sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, qui en ont absolument rien à faire, et eux, ils vont pas chercher leur quart d'heure de gloire, ils vont plutôt chercher à mener leur existence du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est incroyable ce qu'il avait dit, parce que aujourd'hui, Charles, même quelqu'un qui a 1000 abonnés, il a des gens qui le suivent, des gens qui interagissent avec ce qu'il met, avec ce qu'il dit, donc on peut dire c'est même pas un quart d'heure de gloire, il a de la gloire au quotidien. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que Warhol penserait de tout ça? La gloire au quotidien, c'est dangereux. Parce que on s'habitue, encore une fois, on s'adapte. Donc une situation exceptionnelle devient la nouvelle norme. Et à partir du moment où elle est normale, eh ben il faut augmenter cette gloire, il faut augmenter cette visibilité. C'est le culte du chiffre en fait. Bon, plutôt que le culte du corps, comme on dit souvent, il y a un culte du corps. Non, il n'y a pas un culte du corps, il y a un respect du corps. Quelqu'un qui prend une douche tous les jours, on va pas dire qu'il a un culte de l'hygiène, on va juste dire qu'il est propre. Bon, voilà. C'est bien dit ça. Par contre, le fait de s'habituer à la notoriété, à la visibilité, fait que tu vas aller chercher toujours plus. Et donc, je pense qu'il y a un culte du nombre. Et que c'est plus ça. Et là, on rejoint René Guénon. Lui, c'est un gars qui parlait du règne de la quantité. Et il expliquait la modernité en termes de quantité, de matérialisme. En gros, c'est la division, c'est l'ego, c'est la matière, c'est tout cet univers-là. Et on existe à travers le chiffre. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que je regardais la dernière fois un documentaire sur
l'invention des réseaux sociaux et de Facebook, ils expliquaient qu'ils avaient mis l'option like pour donner de l'amour aux gens. D'accord, ok. Le petit pouce en l'air. Combien de personnes t'aiment, en fait. Voilà. Et donc, en gros, c'est pour récolter de l'amour, récolter du soutien. Et quand ils ont vu, bon, en même temps, ils ont mis le dislike aussi à côté, donc ils pouvaient pas non plus ignorer ce que ça allait donner. Et ils ont dit, en fait, on s'est rendu compte que même les personnes qui avaient beaucoup de likes, étaient malheureuses quand elles en recevaient moins. Donc, tu fais une publication, tu vas avoir 1000 likes. Si celle d'après, t'en as 800, t'es pas bien. Alors qu'en fait, t'as 800 personnes qui t'ont dit, ouais, c'est chouette. C'est énorme. Mais le problème, c'est que tu fais une soustraction. Donc, on est vraiment dans le règne de la quantité. Absolument. Et tu te dis, j'ai moins de visibilité que la précédente. Et ça va te rendre malheureux. C'est ça qui est incroyable. On n'en finit jamais. Je vais rebondir là-dessus. C'est que, par rapport à la sexualisation, je connais des nanas qui, en mettant des photos d'elles, bon, plus ou moins dénudant, maillot de bain ou en train de manière sexy, elles vont avoir plus de likes que si elles mettent une photo où elles sont plus vêtues. Et c'est ça, comme tu le dis, la culture du chiffre, qui va donner le ton de leur contenu. Et après, le mimétisme fait que une nana qui voit une bonne meuf qui s'exhibe énormément, elle va se dire, attends, je suis aussi bien qu'elle, je suis limite mieux qu'elle, je vais faire pareil qu'elle, pour essayer d'engendrer, parce que maintenant c'est devenu un business, en tout cas la même notoriété, d'où en découlent des partenariats, en tout cas du pécunier. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense qu'il y a aussi une réalité qui est que l'être humain et l'homme a fortiori est attiré par ce genre de contenu physique, corporel et sexuel. N'est exploité que ce qui est exploitable. Donc si une nana décide de faire de son corps son business, son fonds de commerce, c'est qu'elle a, comme tu l'as dit, constaté que ça fonctionnait. Sur d'autres personnes en tout cas, et que ça peut fonctionner sur elle. Donc tant que les hommes continueront à mettre des likes sur ces publications-là, eh bien les femmes continueront à publier ce genre de contenu-là. Donc après, il y a deux approches. L'approche fataliste, de dire c'est comme ça a toujours été comme ça et ça le restera toujours. Donc on change rien, on n'en parle pas. La deuxième approche, c'est de se dire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça traduit et est-ce qu'il n'est pas possible, malgré tout, de proposer un contenu qui soit aussi populaire, qui apporte autant de reconnaissance, puisque c'est ça qui est recherché, c'est la reconnaissance, mais qui soit transféré du corps à l'esprit. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas pour faire l'intellectualisme, de dire ah l'esprit c'est important, le corps ça l'est pas. Je pense qu'on a bien compris que c'est pas ce que je pense. En revanche, le corps il est éphémère. C'est-à-dire que on a beau se muscler, on a beau aller à la salle quotidiennement, on a beau prendre des produits, tôt ou tard, le corps il va nous lâcher ou il va s'user. On va tomber en guenille au bout d'un moment. À 80 ans, je veux dire, bon, j'ai vu Stallone à 75 ans, 76 ans. Mais bon, après, il se porte pas mal, on parle de Stallone, quoi. On parle de Stallone, voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est pas pour tout le monde. En revanche, l'esprit, c'est du contenu éternel, encore une fois. Et on peut avoir beaucoup de popularité, de notoriété par ce qu'on va produire en termes de contenu sur la pensée, le mental, la motivation, les choses qui vont insuffler pas seulement du bien-être, pas seulement de la motivation au sens physique aussi, mais du sens. Et si on arrive à, au départ, créer une communauté ou de la visibilité sur le corps, sur l'apparence physique, pourquoi à ce moment-là ne pas s'en servir pour insuffler autre chose qui est du sens? Et il y a des personnes qui font ça de plus en plus, et ma présence ici en est presque le signe. Totalement. C'est-à-dire que le corps et l'esprit se rejoignent, se rencontrent, et là, on est en train d'incarner ça physiquement, c'est-à-dire le sport, la philosophie, le corps, l'esprit, tout ça, ça va ensemble, ça doit fusionner, ça doit s'unir et ça doit pas s'opposer. Donc très bien pour les contenus qui vont fonctionner sur le fait d'apparaître de manière dénudée, le contenu sexuel, à la limite, pourquoi pas. Je veux dire, je suis pas moralisateur, hein, je suis pas un curé. Mais si en plus on peut injecter, insuffler du sens, de la réflexion, quelque chose qui va élever, tout simplement, qui va élever l'être humain, parce que le corps, le sexe, c'est ce qui nous retient vers le bas, c'est ce qui nous retient, si tu veux, les instincts primaires. C'est les instincts primaires, exactement. On peut essayer d'associer ça avec une élévation de l'esprit, et moi, en tout cas, c'est ce que j'espère et ce que j'essaie de prôner à travers mon travail. Alors, c'est vraiment, je pense que les gens sont attentifs à tout ce que tu dis, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup, Charles. Donc, on a parlé des personnes qui sont hypersensibles par rapport aux commentaires négatifs et qu'on qualifie d'haters dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans le sens du vent. Et également les femmes qui, lorsque un homme qui ne leur plaît pas a le malheur de signifier par des messages qu'il trouve cette personne jolie ou peut-être qu'il aimerait plus, là, il est qualifié de dalleux. Il faut quand même rappeler une chose, les amis, c'est que le but des réseaux sociaux, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir des abonnés.
pour qu'on monte dans l'algorithme. L'algorithme, ça veut dire que c'est une formule mathématique qui fait que certains critères nous permettent, vous permettent, me permettent, te permettent d'être plus visible auprès des gens qui ne te suivent pas. Grâce aux likes des personnes qui te suivent ou qui te suivent pas, grâce aux commentaires sous tes publications. Donc c'est grâce à ça qu'on est visible et qu'on arrive à avoir beaucoup d'abonnés, générer du business. Donc ça veut dire que l'abonné qui like, qui commente, c'est grâce à lui que tu peux faire de l'argent à un moment. Et donc des femmes vont qualifier cette personne-là qui joue le jeu et qui directement ou indirectement permet de gagner de l'argent de dalleux parce qu'il franchit une limite. Mais si c'est tiens, tu lui ressembles d'ailleurs, l'acteur qui joue dans 365 jours, là on a dû te le dire que tu lui ressembles sur Netflix, là, le beau gosse là. Ça me dit rien, non. On a dû te le dire. Même tu ressembles au mec qui joue dans Punisher aussi. Ça veut dire que je ressemblais au mec qui joue dans Amour, Gloire et Beauté, par contre. Ah oui, c'est vrai. Non mais dans Diamond. Non mais dans Punisher, le mec qui joue dans Punisher, tu lui regardes. Ouais, on est d'accord, tu lui ressembles grave. Donc voilà, un mec beau gosse comme toi avec ta notoriété, parce que quand on a de la notoriété, on peut parler plus facilement qu'à quelqu'un qu'on connaît pas sur les réseaux sociaux. Là, mais comme je dis souvent, si Cristiano Ronaldo t'envoie un message en privé, t'inquiète pas que tu vas lui répondre direct. Donc, qu'est-ce que tu penses ça de cette hypocrisie de certaines femmes qui vont montrer du doigt et même souvent jetant pâture à leur communauté des mecs qui envoient des messages assez régulièrement qui restent sans réponse, de dalleux, alors que ce n'est plus ni moins des gens qui jouent le jeu des réseaux sociaux. Il y a une tension actuelle entre les hommes et les femmes sur les réseaux sociaux. Totalement. Il y a une vraie tension qui est plus ou moins entretenue volontairement par certains groupes militants qui ont décidé d'opposer les hommes et les femmes. Donc on va trouver des critères et des moyens d'opposer les hommes et les femmes. On va politiser les relations hommes-femmes. D'ailleurs, c'est drôle parce que moi j'ai eu des histoires avec des femmes qui se revendiquaient d'une forme de féminisme, mais il n'y a jamais eu une dispute, jamais eu un problème par rapport à ça à la maison, parce que quand les gens sont intelligents, ils mènent pas leur vie de couple comme un groupe politique. Absolument. Tu vois, il n'y a pas le calcul de combien de temps tu as passé à faire les tâches ménagères pour qu'on soit exactement raccord, etc. Donc il y a cette tendance actuelle très médiatisée, fortement médiatisée, qui consiste à opposer les hommes et les femmes sur tout un tas de sujets, et notamment sur la question de la séduction et du fait d'aborder les femmes. Donc aujourd'hui, on va mettre un petit peu tout dans le même sac, c'est-à-dire que le fait de s'adresser à une femme et de la complimenter pourra être requalifié comme une forme de harcèlement, voilà, exactement, de comportement inapproprié, alors même que la condition pour que la vie se perpétue, c'est quand même que l'homme et la femme se rencontrent à un moment donné. Et comme on est dans une société non seulement hypersensible, mais aseptisée, on veut que tout soit propre, bien rangé, bien à sa place. Donc on va considérer qu'il y a des lieux pour se rencontrer, ou des espaces, par exemple les sites de rencontres, mais qu'en dehors de ces espaces-là qui seraient prévus à cet effet, on n'a pas le droit d'entrer en contact parce que c'est une agression. Absolument. Donc il y a aussi cette peur, moi j'appelle ça une peur de l'autre, de l'homme vers la femme, de la femme vers l'homme, et qui consiste à vouloir se protéger d'une agression ou de voir des agressions là où il y en a, voilà, là où il y en a pas. Alors après, évidemment, il y a des maladresses. Toi, envoyer sa bite à une nana, bon voilà, ça les gars, faut pas faire. Non. Pas tout le monde t'a fait ça, je comprends même pas que tu puisses attendre quelque chose de positif. Oui, c'est ça. Non, là, ça n'a aucun sens. C'est rédhibitoire. Voilà, exactement. Mais par contre, il y a une manière d'aborder l'être humain en général, qui n'est pas une agression, qui n'est pas une intrusion. Et après, on peut très bien aussi décider de donner suite ou pas. Dire, il y a des personnes, t'as pas envie de rentrer en contact avec elles parce que t'es occupé en ce moment, parce que t'as autre chose à faire, parce que t'es pas intéressé, tout simplement. Mais ça veut pas dire que la personne est venue t'agresser. Tu vois, c'est toi qui fais le choix de ne pas entrer en contact avec elle. Mais dès lors que tu vis dans une société, dès lors que tu vis dans de l'interaction sociale, tu ne peux pas éviter, heureusement ou malheureusement, que des personnes t'abordent. Et que des personnes t'abordent aussi pour tes qualités plastiques que tu affiches. Parce que c'est pas, je veux dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si tu es une influenceuse qui a bâti sa notoriété sur le fait de montrer son physique, bah, c'est logique. Je veux pas dire que c'est bien, c'est normal, c'est pas la question. C'est logique qu'il y ait des personnes qui ensuite viennent te parler de ça, te complimenter là-dessus, etc. Et c'est pas forcément d'ailleurs avec des mauvaises intentions ou des arrière-pensées. Hein. Il y a aussi un phénomène de projection. Des fois, tu sais, on aime bien projeter sur l'autre ce que nous on ferait ou ce que nous on pense. On va prêter des intentions ou des motivations aux autres qui des fois ne sont pas dans leur esprit. Tu vois. Donc il y a aussi tout ça, le fait de toujours se sentir agressé par l'autre sexe. Et je trouve ça dommage parce que toi, on a quelques années de différence, mais fondamentalement on est de la même génération. Absolument. Et donc tu as vu les hommes et les femmes. Je ne dis pas dire que c'était idyllique et que tout allait bien, mais je veux dire il n'y avait pas de tension inutile qui était créée sur le fait d'être un homme ou d'être une femme, parce que les gens avaient conscience que l'homme et la femme sont complémentaires, que c'est ce qui fait
naître la vie et que si on pouvait être intelligent et essayer de se comprendre, que l'homme soit parfois un peu plus sensible, que la femme soit parfois un peu plus compréhensive de l'agressivité naturelle des hommes, par exemple. Parce que c'est vrai que les hommes sont plus agressifs que les femmes. Bah, c'est normal, ils ont la testostérone en quantité, je crois que c'est 20 ou 30 fois plus. Donc c'est tout à fait normal. On ne peut pas attendre d'une femme qu'elle devienne un homme et d'un homme qui devienne une femme. Par contre, on peut savoir que l'autre est l'autre, respecter l'autre en tant qu'autre, ne pas chercher à le modifier, à le transformer, et puis ensuite marquer la limite quand c'est nécessaire. Alors ça, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que moi, à mon époque, je sais pas si tu t'en souviens, tu avais ce film avec Robbie Williams qui était incroyable, Le Cercle des poètes disparus, où tu vois une bande d'étudiants qui sont dans un internat, il me semble, en Irlande, en Angleterre, qui portent tous des duffel coats, je me rappelle, qui ressemblent tous, avec le recul, t'as l'impression qu'ils se tapent tous dans le boule, hein, qu'ils sont pas forcément attirés par les femmes, et ils aiment réciter de la poésie, et c'est ça, ce qui est extraordinaire, à mon époque, qui les rendait désirables auprès des femmes. C'est-à-dire qu'à l'époque, fallait avoir une mèche et faut avoir l'air de duffel coat. Les meufs, elles kiffaient. Et quand aujourd'hui, tu vois un film qui a bien marché sur Netflix, 365 jours, où c'est un mec qui te ressemble d'ailleurs, très beau gosse, qui enlève une nana et qui arrive au fur et à mesure à la soustraire à son amour parce qu'il veut se la pécho, ça fait rêver les femmes aujourd'hui. Même quand tu regardes un film quand 50 nuances degrés, c'est un peu pareil, c'est une nana qui est limite, qui est pucelle, et qui rencontre un homme Zarma plus mature, qui va lui faire découvrir le sexe de manière, porno chic, quoi, tu vois, SM chic, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu penses de vraiment ce bond, c'est comme si tu es passé d'une planète à une autre, sur le modèle de virilité de ce que veulent les femmes? Je trouve qu'on est de plus en plus dans des caricatures. On parlait tout à l'heure de la différence entre la virilité et le virilisme. Je pense qu'on est un petit peu, on cherche à nous faire devenir un peu des caricatures de nous-mêmes, d'être toujours dans l'excès, parfois de ce qui n'est pas le mieux en nous. Tu vois. D'ailleurs, je dis souvent que les plus grands défauts sont des excès. Comme par hasard, je veux dire, c'est pas des défauts, c'est pas des manques, c'est des excès, c'est des trop-pleins. Il y a cette tendance à la caricature. Alors, ce que je pense tu soulignes, c'est le fait que les critères d'attraction humaine, c'est-à-dire de séduction, plaire, se sont déplacés sur d'autres choses. Absolument. Voilà. C'est vrai que le cercle des poètes disparus aujourd'hui, c'est ringard, on se dirait mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Mais même Ghost. Ouais, c'est vrai. Patrick Swayze. Ouais, mais Patrick Swayze. À l'époque, c'était un 5 symbole, c'était génial. Mais Patrick Swayze, et pour ceux qui nous regardent, Patrick Swayze, c'est un truc de, ce film-là, moi, quand j'étais jeune, quand tu faisais une date avec une nana, tu le mettais, c'est bon, t'allais conclure. Même la musique et tout ça, c'était vraiment une esthétique, quoi. Et maintenant, c'est, en fait, si tu veux, avant, on avait plus c'était plus cérébral, en fait, tu vois. Quand tu regardes le cercle des poètes disparus, c'était de la poésie. Les mecs étaient pas torsus, même ils avaient même pas de corps. Patrick Swayze, quand tu le regardes, il n'était pas gaulé comme les mecs d'aujourd'hui. Demi Moore, dans le Ghost, elle a les cheveux courts, elle est hyper masculine, alors que c'était un sexe symbole également à l'époque. Aujourd'hui, tu vois les Kim Kardashian et tous ces clones, en fait, qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont brunes, qui ont des franges, qui ont une bouche comme ça, le nez refait, des facettes, transfert de graisse, gros seins, voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est ce que tu as dit, je suis d'accord avec ça. C'était plus cérébral, dans le sens où l'esprit a perdu de sa valeur. C'est comme si autrefois on avait conscience que les qualités de l'esprit, l'intelligence, des choses comme ça, c'était de la valeur ajoutée, donc ça avait de la valeur, et qu'aujourd'hui ça en aurait moins parce qu'aujourd'hui ce qui a de la valeur c'est la notoriété, la visibilité, le fait d'avoir un statut. Absolument. Et d'être reconnu par les autres. Et s'il y a quelque chose qui a toujours existé, c'est le besoin de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu par nos pairs, sauf qu'aujourd'hui ce besoin de reconnaissance il est élargi à la planète entière du fait des moyens de communication. Autrefois, si tu avais le respect de ton village, si les gens de ton village te respectaient, t'étais le roi, tu vois, t'étais quelqu'un, tu existais. Mais maintenant, avoir le respect de son village, tout le monde s'en fout, parce que c'est quoi, c'est 300, 400 personnes, bon, avoir le respect, la reconnaissance de 1 million ou 10 millions de personnes, là tu existes, là tu pèses. Et c'est aussi ça qui nous pousse à des comportements caricaturaux. Pourquoi? Parce que ce à quoi la masse va être sensible n'est pas ce à quoi l'individu va être sensible. C'est-à-dire que toi et moi, on va pouvoir partager un moment, on va boire un coup, on sera que tous les deux, on va pouvoir échanger des choses avec intensité, mais ce sera pas spectaculaire. Pour être spectaculaire, tu as besoin d'être moins dans la nuance et plus dans l'exagération, forcer le trait. Et donc, devenir une caricature même physiquement, on sait que ça va entraîner plus de réactions. On sait que ce qu'adore l'algorithme, c'est quand on réagit. Absolument. Tu vois. Donc tout est là pour faire réagir. Et ça fait évidemment, malheureusement,
perdre de la subtilité, de l'élégance et du raffinement. Qu'est-ce que tu penses des plateformes amateurs telles que Mime, OnlyFans, qui font que des gamines de 20 ans arrivent à gagner des 100 ou 200 000 euros par mois? Ça devient même un modèle économique pour nombre de jeunes femmes et pour également nombre d'hommes. Ça dévalorise également la vraie industrie du porno qui, elle, c'est un vrai métier, c'est du cinéma, quoi. Ça reste du cinéma. Ça également change les comportements sexuels des milléniums, du moins des gens qui sont jeunes, des jeunes adultes en construction. Ça sexualise et vulgarise le sexe, alors que le sexe, à la base, c'est quand même l'une des choses les plus belles qu'on peut vivre dans sa vie en termes de sensibilité et d'émotion. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que là, on est loin comme tu disais, de l'élévation spirituelle, de l'élévation, on va dire, intellectuelle. Là, on est, comme tu disais tout à l'heure, on est vraiment dans les instincts les plus primaires possibles. Ouais. On devient limite des animaux. Oui, et on est dans la marchandisation du corps. C'est-à-dire, on a une demande. La demande, ça s'appelle la misère sexuelle et affective. Et Mime, c'est fait par des hommes, hein, pour rebondir sur ce que tu disais. Exactement, voilà. Et c'est toujours ça. C'est-à-dire que l'industrie de la femme-objet, au nom de laquelle on va gagner sa liberté, son émancipation, c'est souvent tenu par des hommes, effectivement. Donc, on est dans l'exploitation au sens purement économique, hein, c'est pas au sens moral, l'exploitation d'une misère sexuelle affective, parce qu'on est dans une société à la fois de plus en plus sexualisée dans l'image, mais de moins en moins sexuelle dans les faits. Même d'ailleurs, je crois avoir lu récemment que l'âge du premier rapport sexuel, il s'était élevé par rapport à il y a quelques années, c'est-à-dire que on couche très tard en réalité, la première fois, ce qui ne veut pas dire que on n'a pas de sexualisation des jeunes adultes ou même des adolescents. Je veux dire, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui visent à sexualiser dès l'adolescence. Bon, mais dans les faits, c'est-à-dire la rencontre, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la rencontre réelle, le monde réel, c'est comme s'il y avait une espèce de fuite. On fuit le monde réel, on se réfugie dans le monde virtuel, sur les réseaux, sur ces plateformes dont tu parles, et on va quelque part aussi s'enfermer comme si on avait peur du monde extérieur et qu'on préférait rester dans quelque chose de virtuel. Donc, tu as beaucoup d'hommes qui vont préférer être sur ce genre de plateforme, avoir des photos, des vidéos de femmes qu'ils vont idéaliser, auxquelles ils vont rêver, et pour eux, ça va les satisfaire. Satisfaire, attention, au sens où ils vont pas chercher plus, ils vont pas chercher à rencontrer des femmes réellement, ils vont se contenter de ça. Et de l'autre côté, on a des femmes, parce que c'est souvent des femmes qui tiennent ce genre de compte, qui vont faire une sorte de prostitution sans pénétration, sans rapport sexuel, sans contact, en quelque sorte. Et donc, elles vont voir que ça fonctionne, effectivement. Et donc, elles vont continuer. Et donc, elles seront là aussi dans la marchandisation. Alors, pas de leur corps directement, mais de l'image de leur corps. Et pourquoi pas, hein, je veux dire, moi, j'ai aucun problème avec ça. Du moment que c'est pas accompagné d'un discours politique, militant, qui consiste à dire que c'est ça la liberté, que c'est ça l'émancipation, moi, ça me pose aucun problème. Moi, tout ce qui me dérange, en fait, c'est cette hypocrisie qui consiste à vouloir mettre presque de la philosophie là-dedans, en disant que c'est un moyen d'émancipation, alors que c'est simplement une manière de s'auto-exploiter. C'est-à-dire, le capitalisme est basé sur l'exploitation du prolétaire, hein, pour parler vite. Et ben là, on est soi-même son propre exploitant, et on ne fait que déplacer la hiérarchie du patron à soi-même. Mais on reste dans un rapport de marchandisation. Donc, si on pouvait éviter simplement de dire que c'est ça l'émancipation, moi, c'est tout ce que je demande. Alors, pour rebondir à ce que tu as dit, qu'on couche de plus en plus tard, est-ce que tu penses pas que c'est justement dû au fait que les modèles de virilité et les modèles de féminité, le modèle de virilité, il faut avoir moi, j'ai beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages en me disant qu'ils aimeraient avoir le corps de leur rêve pour se sentir masculin, donc avoir un corps musclé, quels que soient les objectifs de chacun. Pour une jeune femme, ressembler à une fille de télé-réalité, parce que maintenant, c'est elles qui sont les modèles pour beaucoup de jeunes filles, qui font de la promotion et de la pub rémunérée pour des chirurgiens qui leur injectent dans les lèvres. Kylie Jenner, elle ne s'est pas cachée d'avoir fait des milliers d'euros de chirurgie esthétique pour ressembler à la bimbo qu'elle est aujourd'hui. Donc, tu penses pas que c'est justement ces personnes qui ne ressemblent pas à ces hommes et à ces femmes qui sont hyper frustrées, qui vont se dire que pour moi, en tant qu'homme, pour plaire à une femme, il faut que j'ai les tablettes de chocolat, les pecs, ou que je sois Andrew Tate, en fait. Tu vois, c'est qui Andrew Tate? La grosse voiture, parce que lui, c'est ce qu'il prône. Et pour être une femme qui plaît aux hommes, il faut que je sois... faut que j'ai une taille fine, un gros cul, une grosse bouche, des gros seins, des dents blanches. Et donc, quand on n'est pas comme ça... Et surtout, je connais une jeune femme
qui a payé pratiquement moins de 100 000 euros de chirurgie il y a une vingtaine d'années pour ressembler à ça. C'est dramatique. Qu'est-ce que tu en penses? Disons, comme on est dans un monde où, là aussi c'est un paradoxe, on entretient plus son corps par son travail. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une société du tertiaire, on travaille dans des open space et on n'est plus dans les champs à labourer la terre. On se fait plus mal, quoi. On se fait plus mal. Donc on n'endurcit pas son corps par sa vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'on va à la salle pour sculpter son corps. Parce que en gros c'est ce qui fait, si tu veux, le progrès technique a amené une sorte d'abandon justement du corps. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, culte du corps. Pour moi, le culte du corps, c'est la réaction à l'abandon du corps. Il n'y a plus besoin de son corps pour fonctionner. On sera bientôt comme dans, je sais plus quel roman, où finalement tu passes toute ton existence dans une sorte de bulle d'oxygène où on t'envoie des sensations parce que voilà, t'as plus besoin de rien faire, t'es l'assistanat technologique complet, quoi. Donc on a besoin de se construire un corps et du coup, paradoxalement, le corps musclé ou le corps sexy devient une norme par réaction à une société qui a abandonné le corps. Et donc, ça crée des perturbations aussi dans l'esprit des gens parce qu'ils voient bien qu'ils n'ont pas naturellement le corps des bodybuilders. Même des Kylie Jenner. Ou voilà. Alors, je dis, attention, on parle de bodybuilder, c'est un physique qui se travaille sur des années, je veux dire. Même si tu prends des produits, hein. Voilà, c'est ça. C'est pas en travaillant dans les champs que tu te fais ce corps-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la recherche d'un corps solide ou d'un corps qui va plaire ou d'un corps harmonieux. Quelque chose que notre société ne produit plus par le travail de monsieur tout le monde. Donc, il y a ce retour à un corps solide en réaction à une société de l'image, c'est comme ça que je le vois, et tu remarqueras que les attributs qui sont recherchés, ce sont les attributs de la fertilité. Ouais. Pourquoi? Parce que pour une femme, ça va être les gros seins, les grosses fesses, exactement, c'est ça. Donc tout ce qui va être, pour parler comme notre ami Fred Delavier, de l'apport calorique, voilà, du stockage calorique, et c'est la réalité, c'est-à-dire que l'être humain étant programmé pour trouver attirant ce qui favorise et qui optimise la vie, eh ben on va trouver ça beau ou excitant sexuellement. Ben oui, parce que ça vient réveiller l'instinct de vie, l'instinct de conservation, c'est tout à fait logique. Et chez l'homme, ça va être au contraire le muscle saillant pour la puissance, c'est associé à la puissance, donc à la protection, à la sécurité, donc le maintien de la vie, la perpétuation de la vie. Et voilà pourquoi je pense qu'on est dans la recherche de la caricature. Parce que dans une situation de réaction, on est toujours dans la surréaction. Tu sais, quand deux personnes s'engueulent, ça monte. Mais pourquoi ça monte? Parce que chacun surréagit. Et donc, on en fait toujours un petit peu plus. Et donc, aujourd'hui, si tu as des personnes qui, de par leur métier, ont un corps fragile, on va dire ça comme ça, qui voient des personnes qui sont dans, au contraire, l'extrême opposé, le corps extrêmement puissant, extrêmement musclé, ça ne peut créer que des frustrations, que des décalages, et même le sentiment presque de pas être normal, la honte. Tu vois, et c'est ça qui est problématique, c'est quand on oublie de relativiser, de se dire oui, mais cette personne-là, elle passe 4 heures par jour à la salle, elle fait ça depuis 15 ans, depuis 10 ans, donc c'est normal qu'elle ait ce corps-là, et personne ne te demande d'être comme ça. Donc c'est pas une obligation. Par contre, soulever un petit peu de poids de temps en temps pour éviter de te faire un lumbago quand tu ramasses une feuille dans l'imprimante, ça peut être utile aussi, tu vois, se muscler tout simplement pour se sentir physiquement exister. Et moi, si j'aime le sport, c'est pas seulement parce que ça te sculpte ton corps, c'est aussi parce que tu te sens exister physiquement. Moi, j'adorais à l'époque où je faisais de la boxe, le lendemain, monter les escaliers et sentir les courbatures que j'avais dans les jambes, sentir voilà que mon corps avait travaillé parce que j'avais l'impression d'exister. Et bizarrement, c'est quand j'avais mes courbatures que j'avais les plus grandes sensations de bien-être. Et ça, on l'oublie. Et c'est pas quelque chose qu'on peut transmettre seulement par les mots, ça se transmet par la pratique. C'est pas de dire mets-toi au sport, c'est de dire viens, je t'emmène quelque part, tu l'amènes à ta salle, tu lui fais pousser un petit peu, tu vois, tranquillement. Et la personne, elle va se sentir exister physiquement. Et je pense que c'est suffisant. On n'a pas besoin non plus après d'aller dans la caricature. En tout cas, Charles, là, on peut dire que c'est une vraie masterclass. On a dit tout ce que je voulais qu'on dise. Je t'ai ramené là où je voulais te ramener par rapport à tous les sujets qui font mon contenu. C'est extraordinaire. Franchement, c'est un honneur pour moi de t'avoir eu à côté de moi au Mob. Les amis, en fait, quand les gens viennent sur ma chaîne, déjà, en premier lieu, ils viennent chez moi. Je rencontre quelqu'un, pour règle générale, que je ne connaissais pas physiquement, mais que je connais des réseaux, donc avec qui on échange. On commente mutuellement ce que l'un ou l'autre fait, donc on respecte mutuellement notre travail. Et la magie des réseaux sociaux, c'est de pouvoir rencontrer des gens également avec qui
on a le même mode de pensée, avec qui on peut s'écouter, avec qui on peut s'instruire et s'enrichir, parce que le but de la vie également, et le but d'un réseau social, c'est de socialiser. Donc voilà, nous on est vraiment dedans, on peut le dire. Donc franchement, Charles, on fera d'autres vidéos ensemble pour faire vraiment des thématiques. Là, on a fait un thème vraiment très général. On aurait pu encore parler pendant des heures, parce que franchement, j'ai eu beaucoup de gens à côté de moi, mais tu fais partie des gens, je pense que tu mets dans le top 3 des gens que je pourrais écouter parler pendant des heures. Parce que je vais éviter de te le faire subir. Non mais ton sujet est tellement intéressant, c'est tellement instructif que si on avait plus de gens comme toi dans l'éducation nationale qui éduquent nos enfants, mais nos enfants seraient tous intelligents et s'intéresseraient à des sujets qui ne les intéressent pas. Si j'avais eu un prof d'histoire comme toi, ou un prof de français comme toi, un prof de maths comme toi, putain, surtout un prof de maths, parce que les maths, c'est quelque chose qui est très compliqué. Mais en tout cas, reste comme tu es, continue à faire ce que tu fais. Moi, je t'inviterai à collaborer avec des gens, comme tu l'as fait avec moi, qui ne sont pas du tout de ton milieu, pour permettre à leur communauté de découvrir, parce que je pense que, même si tu as une grosse communauté, il faut que beaucoup plus de gens te connaissent, parce que voilà, grâce à toi, on peut se mettre à lire des livres. Des gens ne lisent plus, mais des gens peuvent se mettre à lire des auteurs comme Sartre, comme Nietzsche, comme Platon. Par exemple, Platon, tu m'expliquais qu'il faisait, moi j'aime beaucoup Platon, tu m'expliquais qu'il faisait du pancrace et que Platon veut dire épaule large. Rien que ça, pour quelqu'un qui fait des sports de combat, ça peut lui donner envie de découvrir un auteur. Donc, mec, t'es extraordinaire. Et heureusement que YouTube permet de découvrir et d'avoir des gens comme toi. En tout cas, je termine toutes mes vidéos en disant, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours plutôt. Toi, t'as plutôt mérité le respect que la jalousie, mon ami. Merci beaucoup. Merci à toi, mon gars. Merci beaucoup. Franchement.